Quentin a 25 ans et est pianiste, mais il a entrepris plein de choses avant de se lancer dans la musique. Après avoir obtenu son bac à 16 ans, il a essayé la médecine et le droit et a également appris le japonais. Rien que ça. Il a rapidement compris que l'école ne le nourrirait pas à la hauteur de ses espérances et qu'il devait donc apprendre de son côté. On parle du fait qu'il ne suffit pas d'être bon dans une branche pour y rester et qu'il peut même être bénéfique de s'obliger à se dépasser en se plongeant dans une discipline qui nous est légèrement hostile. Sur ce, bonne écoute. Alors du coup, salut Quentin. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté. Toi, t'as eu ton bac à 16 ans. C'est plutôt que la moyenne. Est-ce que tu penses que ça a joué dans le fait que tu te sois réorienté pas mal après, dans le sens où tu savais peut-être pas forcément à cet âge-là ce que tu voulais faire? Non. Alors, en effet, je ne savais pas précisément ce que je voulais faire à cet âge-là, mais je pense que ça n'avait rien à voir avec le fait que je sois jeune ou non. Ok. Parce que, finalement, toute mon enfance et mon adolescence, j'étais passionné par 30 000 choses et j'avais un peu envie de tout faire. Du coup, oui, ça paraissait assez logique que j'aurais beaucoup de mal à trouver tout de suite sur le coup une chose dans laquelle m'investir et décider que c'est bon, je n'essaierai pas autre chose ni rien. Mais comme ça, j'ai pas l'impression... Si j'avais eu mon bac à 18 ans, ça aurait rien changé, je pense. T'as fait un bac quoi? Scientifique. Ouais, ok. J'étais en spécialité biologie parce que en France, on a le choix entre physique, biologie et maths pour la spécialité en scientifique. Et la dernière année, j'avais en tout cas décidé que j'avais l'intention d'essayer médecine en premier. Alors l'aspect bio était logique. Ouais. Ok. Et du coup, tu as fait 1 an de médecine, puis 1 an de droit. Ouais. C'est des branches qui sont un peu bien vues, entre guillemets. Enfin, quand les gens étudient ça, on dit qu'ils vont bien réussir professionnellement, qu'ils sont... On a des glou-glou. Je sais pas si ce sera audible. C'est juste le machin, il va s'arrêter, c'est l'humidificateur. Ah ok, non, pas de souci. Donc oui, c'est des branches qui peuvent réussir professionnellement, entre guillemets. Est-ce que tu penses que tu es allé dans ces branches-là à cause de ça? À cause du fait que c'est des bonnes branches bien vues? Ou il y avait une vraie réflexion derrière et puis des vraies envies? Non, alors c'était clairement pas en recherchant la réussite. Même si c'est vrai que j'ai toujours grandi en entendant les gens me dire que j'avais la possibilité de réussir dans n'importe quoi et que donc ce serait bien que je fasse des études poussées, tout ça. Mais c'était plus une incitation à me dire gâche pas ce que t'as, plus que réellement une volonté de me pousser à devenir avocat ou médecin. Et alors clairement, moi je me suis pas voué du coup à avoir ce genre de grosse réussite sociale, mais je pense que quand même, certainement que j'ai été un minimum influencé par le fait qu'on m'ait toujours dit gâche pas ton potentiel, machin. On a forcément quelque chose qui reste derrière la tête avec ces choses-là. Donc après, de l'intérieur, tel que je l'ai ressenti, non, moi c'était vraiment par intérêt, parce que c'est des domaines où on accumule les connaissances en avalant des livres, quoi. Oui. Et ça avait toujours été le truc dans lequel j'étais le plus à l'aise, avaler les connaissances en brut, en grande quantité. Et alors, la médecine, c'était vraiment par passion que j'ai voulu essayer. Et le droit, c'était plus... C'était un peu différent. Comme je t'ai dit, médecine, j'avais décidé que j'essaierais médecine quand j'ai terminé le lycée, alors que quand j'ai vu que je n'allais pas continuer médecine, j'ai plus subi de la pression autour de moi pour ne pas rien faire l'année suivante, alors que je ne savais pas. Donc il fallait un peu choisir une faculté comme ça. Et puis le droit, je me suis dit, c'est quand même intéressant, il y a plein de choses, je vais essayer. Celle-ci était plus par défaut. Que médecine. Voilà. Ok, d'accord. Et ces 2 branches, du coup, séparément, pourquoi tu les as arrêtées? Déjà médecine, pourquoi t'as arrêté? Médecine, j'ai arrêté parce que c'était pas de la médecine. Je sais pas exactement comment
démarre ses études en Suisse, mais en France, l'entrée est très très facile. N'importe qui passe un bac, c'est-à-dire presque tout le monde en France, peut accéder à la première année de médecine. Donc ils font vraiment le tri sur cette première année. Concrètement, en prenant les 3 matières scientifiques du lycée, et on fait que ça toute la semaine, plus poussé, plus rapide. Mais ça n'a pas vraiment de lien avec la médecine, quoi. Zéro, même. Ah ouais, Vraiment, pas une once. Moi, je faisais de la médecine à la maison, je lisais déjà les bouquins d'année 2 et 3 parce que ça m'intéressait. Je vaccinais des amis. Mais ce qui m'avait tant dérangé au lycée dans la manière dont on abordait ces matières scolairement était toujours là, c'est juste qu'on allait plus vite. C'était juste une continuité du Mais lycée, les quoi. problèmes étaient toujours là, donc j'ai fait le premier semestre, je me suis poussé un peu pour quand même faire les examens. Et puis au deuxième semestre, j'en avais marre, quoi. Vraiment, j'en avais marre de me lever le matin pour aller faire ce que j'avais cherché à fuir en me débarrassant du lycée. Et voyant que ça restait là, j'avais pas vraiment envie de tenter le coup parce que je mesurais le pour et le contre et je me disais, est-ce que ça me passionne? Oui. La médecine, je veux dire. Est-ce que je suis sûr que c'est ça à tout prix? Non. Oui, parce que c'est quand même des études où tu sacrifies beaucoup. C'est ça. Et après coup, aujourd'hui, donc on est 9 ans après, Ouais. je pense quand même que j'ai bien fait d'arrêter, que j'aurais eu du mal à faire ma place là-dedans. D'accord. Parce que du coup, tu as été déçu par la manière dont c'était enseigné. Ouais. T'avais quoi comme attente? Est-ce que tu avais des attentes vraiment particulières ou juste tu disais j'espère que ce sera autrement? Ouais, j'avais des attentes. C'est les mêmes que celles que j'ai toujours eues tout le long de ma scolarité. Une approche où on répond à tes attentes de connaissances, à ta soif de savoir, hein, et pas où tu dois régurgiter un contenu particulier à un niveau particulier, et si jamais tu demandes plus, on te répond toujours « t'attendras l'année suivante ». Et moi, naïvement, pendant ma scolarité, j'ai toujours un peu cru ce « tu verras l'année suivante ». Et l'année suivante, j'ai toujours été déçu qu'on me répétait « tu verras l'année suivante ». Ouais. Et à la fin du lycée, là, j'étais convaincu qu'en effet, c'était terminé, que c'était juste la scolarité normale et que l'université, ça devenait sérieux et que maintenant, on allait vraiment nourrir ma soif de connaissances et avancer au rythme auquel je voulais si moi si moi j'invitais à ce qu'on aille vite, que ça allait être possible. Mais j'ai vite déchanté, je me suis rendu compte que non, c'était juste de nouveau la continuité. Et là, j'ai un petit peu... cette fois-ci, je me suis résigné à ce moment-là, je me suis dit, il n'y a pas de... Ce mythe de l'année suivante, il n'existe pas. En vrai, ça s'arrête jamais. T'as perdu foi dans le système scolaire? Oh, j'avais déjà de gros problèmes avec le système scolaire. J'ai pas perdu foi à ce moment-là, parce que j'avais déjà pas vraiment. Mais j'ai perdu espoir dans le fait que ce que je recherchais existe, simplement. Ouais. À ce moment-là. Peut-être j'anticipe un petit peu, mais est-ce que t'as trouvé une autre alternative, justement, Oui. Oh oui. te nourrir Oh oui, ouais. J'ai trouvé. Peut-être qu'on en parle après, du coup. C'est ça. Et du coup, le droit, t'as dit de toute façon, c'était un peu pour combler, pour ne rien faire. Ouais. Puis, Ceci dit, j'ai bien aimé aussi. Parce que... mais là, c'était plus pour le jeu, en fait. C'était faire travailler la mémoire, avaler les définitions par centaines. Toi, t'adores ça? Ouais, j'adore ça. Alors aujourd'hui, je le fais plus trop dans mon quotidien, mais surtout pendant mon adolescence, c'était vraiment... c'était mon hobby. Ok. T'étais ce petit garçon de 6 ans qui se réveillait tout le matin pour aller lire le dictionnaire? Non, pas le dictionnaire, les encyclopédies. Ouais. Et j'apprenais tout ça par cœur. Et puis
les noms d'insectes, les noms de dinosaures. Les définitions dans le dictionnaire, non, ça j'ai toujours trouvé que c'était vraiment pas très amusant. Ouais. Mais avec les choses un peu stimulantes, ouais, j'avalais ces encyclopédies. Et en droit, du coup, il y avait un peu ce côté-là, et du coup, ça m'amusait, ça me distrayait, je trouvais chouette. Et puis le fond était quand même relativement intéressant, parce que dans le droit, il y a un côté où on essaie de... Ah, voilà, on vit dans une société, donc forcément, il n'y a rien qui est défini, on doit poser les jalons, on doit définir les choses, et puis le droit, il est un peu là pour ça, pour essayer de définir, même pas ce sur quoi on a droit, mais de mettre des frontières claires aussi dans la philosophie, tout ça, et puis du coup, il y a une espèce de paradoxe entre le fait que le droit essaie d'être totalement objectif, et pourtant, on nous explique en faisant du droit, que le but c'est que ce soit toujours au service de la morale en fait. Donc voilà, le fond aussi m'intéressait pour ça et je me suis bien amusé. Et tout comme aussi en médecine finalement, en tout cas là où j'étais en région parisienne, je ne l'ai pas dit avant pour la médecine parce que c'est plus le cas pour le droit, mais c'était également le cas pour la médecine. Les gens, avec mes collègues d'études, ont été une raison du fait que j'ai arrêté. Ouais. C'était quel type de population ? Alors il y avait tout, déjà on était beaucoup trop nombreux pour les cours en amphi. Vous deviez arriver tôt pour avoir une place assise ? Ou c'était pas en médecine, ouais. En médecine, ouais, ok. Il fallait arriver très tôt. On était 800 dans l'amphithéâtre, sur des cours de 3h30 sans pause prévue. Donc ce qui se passait, c'est qu'au bout d'une heure, les gens se mettaient à hurler la pause. Non. Et du coup, le prof lançait la pause. Et puis quand la pause arrivait, donc le prof n'a pas de pause, parce que tu as 50 élèves sur les 800 qui se jettent pour poser des questions au prof. Ah ouais. Et donc, à moins d'être arrivé 2 heures en avance et d'être dans les 2 premiers rangs, tu ne fais pas partie de ces 50 personnes. Donc... Je crois que je me rends pas. Alors, je veux bien comprendre qu'il faille être motivé pour faire ces études-là, mais là, je trouve qu'on est dans quelque chose de très excessif. Les gens se mettent des bâtons dans les roues. J'avais été mis au courant de comment sont les bizutages en médecine. T'en as subi ? Non, j'en ai vu. J'en ai pas subi parce que moi, je restais dans mon coin. Mais j'étais impressionné quand même de voir que c'était à ce point-là où vraiment les gens se mettent des bâtons dans les roues pour de vrai, quoi. En effet, c'est vraiment des requins, quoi. Ils savent que sur les 800, il y en a 60 qui passeront en deuxième. Et... Ah ouais, c'est ce ratio-là ? Ouais, wow. À l'époque en France. Ouais. Aujourd'hui, je n'irais pas me lancer, mais c'était un peu moins de 10% à l'époque. Ah ouais. Parce que comme je te disais, l'accès est tellement facile. Alors de toute façon, il y a beaucoup de gens qui arrêtaient d'eux-mêmes. Mais il y a vraiment une grosse part qui était compétitive, surtout les redoublants, puisque du coup, il y a quand même beaucoup de gens vraiment motivés qui redoublent alors qu'ils sont bons. Hein. Et simplement, ces redoublants très motivés étaient prêts à tout pour éliminer les premières qui voulaient réussir du premier coup. Donc... Ça, c'était décourageant, simplement parce que l'ambiance de travail était à chier. Et que, en effet, les fameuses histoires de si tu demandes des notes, on te donne des mauvaises, c'était totalement réel. C'était vraiment ça à chaque fois, quoi. Parce qu'en Suisse, j'ai quelques potes qui sont en médecine. Ouais, ça a l'air quand même assez élitiste et tout ça, mais je crois pas que ce soit à ce point en Suisse. Enfin, de ce que j'ai entendu. De ce que j'ai entendu non plus. Bon, c'est pas très étonnant. Après, déjà en Suisse, on est moins à avoir un bac, donc on est moins à aller potentiellement en médecine. Donc déjà, nous, je crois que c'est... Mais vous, le tri, vous le faites déjà tout au long de votre scolarité. Oui, c'est ça. Non, je crois qu'il y a quand même 25% qui passent de première à deuxième année en médecine. Oui, on est à... Entre 3 fois plus à peu près que quand moi j'ai fait en France. Enfin, il me semble, c'est les chiffres que j'ai retenus. Mais je comprends. Hein, c'est... Okay. Et du coup, les profs avaient aussi zéro traitement individuel des élèves. Puisque voilà, de toute façon, on est 800, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le prof? Donc toi, t'as jamais pu t'approcher d'un prof? J'ai jamais parlé à un prof. Ah ouais. En 8 mois... Parce que j'ai arrêté au milieu du 2e semestre. Donc en 7-8 mois, j'ai jamais parlé à un prof.
Wow. Et en droit, on est dans le cliché, mais il y avait vraiment beaucoup de fils de riches. Bon, c'était à Versailles, donc c'est peut-être pas très étonnant. Ah oui. Si j'avais été un peu plus au nord de Paris, ça aurait peut-être pas été le cas, mais c'était vraiment... Ils avaient des cartables, enfin des serviettes, et puis... J'ai une serviette aujourd'hui. Non, mais c'est surtout dans l'attitude, c'est pas le... Enfin, qui viennent aux études en costard avec une serviette, bon, bah voilà, de toute façon, c'est une région où ça se fait beaucoup dans les études professionnelles, c'est presque un rite social, donc bon, c'est pas si grave, mais dans l'attitude, c'était vraiment des gens qui t'expliquent pendant le cours qu'ils partent en vacances sur leur yacht, machin. Puis mais tu vois qu'en fait, c'est même pas tant le problème qu'ils étalent leur richesse, je trouve que je m'en fous un peu, mais que la compétition sociale, c'était tout ce qui... Oui, parce que tu dis pas pour rien que non, tu vas sur ton yacht cet été. C'était vraiment... c'est impressionnant, mais c'est comme dans les séries télé d'avocats, quoi, où... C'est vraiment ça, quoi. En tout cas, là-bas, c'était ça. Donc, moi, j'avais rien à faire avec ces gens-là. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens qui étaient un peu comme moi, simplement pas de ce milieu-là, et qui sortaient du lycée, et puis qui étaient intéressés à faire ça, la plupart arrêtaient au bout de 2 mois. Donc, de toute façon, c'était pas vraiment possible de se lier avec d'autres gens, quoi. Donc tu t'es pas fait un seul pote, même juste quelqu'un avec qui tu te retrouvais en cours et puis vous arriviez à échanger un petit peu? J'ai eu quelques semblants de contact, mais c'était pas très... probant. Aussi, les gens, c'est un peu comme, tu sais, ce phénomène qui fait que tout le monde fait la gueule dans le métro à Paris, parce que tout le monde fait la gueule. Donc, personne n'a envie de sourire parce que de toute façon, tout le monde fait la gueule. Du coup, là, en étant 800 dans un amphi, il y a un peu ça aussi, où ça devient difficile de traiter les autres comme des individus parce que c'est une fourmilière, quoi, vraiment. Donc, il y avait un petit peu... Déjà, simplement, c'était dur d'une fois à l'autre de retrouver les mêmes personnes. Ouais. J'ai eu quelques fois des cours où je sympathisais 10 minutes avec la personne à côté de moi, mais je ne la revoyais pas la semaine d'après, quoi. Vous étiez aussi 800 en droit ? Un peu moins. Ok, mec, ok. 500. Ouais. Parce que du coup, je comprends parce que souvent, l'université de Neuchâtel se met en avant en disant on est une petite université, c'est cool, c'est à taille humaine. Et puis je suis là, ouais, ok. Mais quand j'entends ce genre de truc, je me dis oui, en fait, c'est peut-être pas si mal de Alors, pouvoir... tout n'est pas comme ça en région parisienne. Hein. Mais en tout cas, ces cursus-là, tels que je les ai faits, la première année, c'était uniquement des cours d'amphi. Il n'y avait rien d'autre. Je sais que dès la deuxième année de médecine, on commençait à faire des travaux pratiques, tout ça, en groupe de 15, des choses comme ça. Mais la première année, c'était vraiment 15, les matières scientifiques de lycée, un peu plus poussées, un peu plus rapides, 50 heures par semaine à 800. Donc, c'était insupportable. 50 heures de cours, non? Ah non, 45. Ouais. Ah, c'était énorme. De cours? Oui, c'était énorme. C'est énorme. J'ai pas eu ça dans les autres cursus que j'ai fait à l'université, mais il y avait vraiment beaucoup, ouais. C'était toute la journée, tous les jours. Ok. Ouais. D'accord. Et juste pour finir, le droit, t'as quitté juste parce que les gens... En fait, tu t'es pas du tout intégré ni à la branche, ni à la population. Oui, donc finalement, un peu comme la médecine. Ouais, ok. Parce que aussi, je voyais bien que, bon, a priori, j'étais mal barré pour beaucoup m'épanouir dans ces études-là, quoi. Parce qu'il y avait toujours le même problème, et juste de toute façon, il fallait que je remplisse l'année pour faire plaisir autour de moi. Donc, voilà. T'avais... À un moment donné, est-ce que tu as pensé à une année sabbatique ou ça t'est même pas venu à l'esprit tellement c'était mal vu dans ton entourage? Non, c'était pas mal vu dans mon entourage, c'est pas ça. C'était surtout que j'avais rien à faire d'une année sabbatique. T'avais pas des projets, tu t'es pas dit... Non, j'avais pas trop. J'étais très paumé quand même à ce moment-là. Bah t'étais jeune, hein. Et j'étais relativement en conflit avec ma famille aussi à cette époque-là. Donc voilà, c'était compliqué à ce niveau-là. Et il y avait quand même
une petite crainte de gâcher l'avance que j'avais en termes d'âge à ce moment-là. Donc, bon, c'était pas une obsession de à tout prix avoir un master à 21 ans, hein, c'était pas ça. Mais c'est vrai que quand t'as ton bac à 16 ans... J'avais pas envie de prendre une année. Je voulais essayer de profiter de la possibilité de finir des études plus jeunes à ce moment-là. J'étais loin de me douter que c'était loin d'être fini. Oui. Je me souviens quand on a fini le bac, je me disais « Yes, j'ai presque fini. » Ouais. Oui. Pas vraiment. Puis il y avait des branches, je me disais « Ouais, j'aurais plus jamais. » Pas du tout. Mais ouais. Et puis, enfin, déjà, je pense que t'as une part de fierté de finir tôt tes études. Non, c'était pas une fierté. Non ? Ok. Non. Parce que je l'ai toujours... Enfin, de l'intérieur, tu te sens pas particulièrement jeune, tu sens rien de spécial de l'intérieur. Juste, bah voilà, t'as fait le même chemin que les autres, en fait. Et puis maintenant, t'es arrivé à l'université. Mais dans le fond, je savais que ça pouvait être un avantage pour moi de finir mes études à 20-22 ans, que ce serait chouette, quoi. Mais bon, voilà, dans le fond, spoiler, pas spoiler. Ce non. n'est pas le cas. Mais bon, c'était pas bien grave de toute façon. C'était pas si important que ça. Mais voilà, l'idée me plaisait, si tu veux. Et du coup, je me suis dit non, pas d'année sabbatique, on continue. Ok. Ensuite, tu as étudié le japonais. Ouais. Est-ce que ça a été différent de médecine et droit au niveau des gens que tu as côtoyés ? Ouais, ça a été très différent là quand même. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a fait choisir ça ? Est-ce que t'étais intéressé par le japonais depuis très longtemps et Non, alors le japonais pas spécifiquement, mais les langues, oui. Il y avait aussi ce côté où jouer avec la mémoire, c'était pratique avec les langues. Et j'ai choisi le japonais parce que c'était une langue éloignée en termes de fonctionnement de ce qu'on connaissait. Et puis que moi, j'avais fait allemand et anglais toute ma scolarité, donc voilà. Bof exotique. Non, si quand même, parce que finalement, c'est des langues anglo-saxonnes. Oui. On apprend différemment les notions de cas, de déclinaison, avec l'allemand notamment. Les cas, ils existent aussi en français, c'est juste qu'on n'en parle pas vraiment comme de cas. Parce qu'on n'altère pas les mots en fonction du cas, c'est simplement la position des mots dans la phrase qui détermine leur rôle. Alors qu'en allemand, justement, on décline en fonction des cas, et c'est ça qui indique le rôle. Et ça, je me souviens, quand j'ai appris ça, j'étais là, on peut penser autrement que dans ma langue. En fait. C'est vrai. Et ça m'avait attiré quand j'ai démarré l'allemand, c'était ma première langue à 10 ans. Non, à 9 ans. Et du coup, je me suis dit, vu que ça m'a plu quand j'ai découvert cette différence de fonctionnement, je vais prendre une langue encore rien à très voir. Très différente et je vais voir ce que ça t'apporte, à quel point ça peut m'enrichir dans ma compréhension des choses, quoi. Et en effet, ça n'a pas raté. Ça a été extraordinairement enrichissant, vraiment. C'est quoi le truc dans la langue japonaise qui t'a le plus waouh? Alors, pourquoi ils font ça comme ça ou... Ce qui m'a le plus frappé... c'est difficile à dire. Ouais. Je sais qu'en mandarin, je crois qu'ils ne conjuguent pas, par exemple. Ah oui, on ne conjugue pas non plus en japonais. Ok. Mais il n'y a pas vraiment de truc où je me suis dit « Oh, trop bizarre, ils font ça ». C'était plus des choses qui m'ont fasciné, ou voilà, un peu comme ces histoires de déclinaison qui m'ont révélé le fait de me dire « Ah, on peut penser comme ça ». C'est ça que j'ai eu avec le japonais, ou si tu veux, c'est une langue qu'on dit agglutinante, où en gros, tu pars d'un truc qui a une valeur sémantique, qui a un sens, et puis tu accoles des petites choses, des préfixes, des suffixes, qui vont ajouter des modalités, ajouter un temps, une idée d'état passif, des choses comme ça. Et ça, c'est un fonctionnement qui m'a vraiment fasciné parce que ça te permet de dire énormément avec très peu. Simplement, tu prends un verbe et avec quelques suffixes et préfixes, tu donnes toutes les notions pour lesquelles il faudrait une phrase immense en français où voilà, nous, on a une langue où finalement, on doit tout dire, on doit tout expliquer.
dès que tu veux rajouter une idée à ta phrase, tu dois faire une phrase autour, une proposition, pardon, que tu dois rajouter, après une virgule, tout ça, puis tu dois mettre des prépositions, des articles devant chaque mot. On a ce côté, alors que eux, simplement, ils te communiquent un truc très très riche de sens, avec simplement un verbe, quelques préfixes, quelques suffixes. Et du coup, ça fait que dans le ressenti de la langue, quand simplement tu as une conversation en japonais avec quelqu'un, tu reçois beaucoup plus de notions, ouais. Tu reçois beaucoup plus d'informations. C'est plus fin comme... je sais pas si c'est de la finesse. Tu reçois plus d'informations qu'en français à la seconde. Ok, ouais. Bon, en français, il y a énormément des mots que tu prononces qui ont une valeur strictement syntaxique. Ouais, non, c'est vrai. En japonais, tout est sémantique, quasiment tout. Ok. Et ça m'a frappé parce que le langage fait qu'on ne peut pas toujours faire des phrases à rallonge. Et du coup, en français, simplement, à moins de donner une conférence et d'entrer dans les détails de plein de choses, tu dis pas énormément de fond. Alors que en japonais, simplement dans des conversations du quotidien, principalement au niveau de petites nuances d'émotion ou de choses comme ça, on est dans le détail en permanence. Et ça, ouais, ça m'a vraiment, vraiment fasciné. Ok, trop bien. Et t'arrivais à parler japonais, t'arrivais à faire des conversations ? Ah ouais, parce que j'ai vraiment travaillé comme un malade. Ouais. Je faisais que ça. Je suis tout de suite allé sur Internet chercher des correspondants. Ah, ok. Mon livre de chevet, c'était des livres de grammaire imbuvables que j'avais achetés, qui coûtent une fortune d'ailleurs. Ouais. Mais 80 € le bouquin de 300 pages, quoi, vraiment. Parce que c'est je sais pas, c'est écrit par des grammairiens japonais qui se sont recueillis entre eux pour... c'est presque comme un livre sacré. Et ça m'a tellement parlé, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à saisir un peu... il faut faire un switch dans le cerveau, il faut apprendre à penser différemment. Si tu me diras, dès que tu apprends une langue étrangère, on dit toujours, il faut jamais chercher à traduire mot à mot, il faut aller un peu plus loin que ça. Mais alors avec une langue aussi éloignée, il faut penser autrement, c'est encore plus extrême. Et ça m'a tellement plu que j'ai bossé comme un fou, et puis je me suis débrouillé pour parler couramment assez vite, ouais. Et même si, voilà, depuis, la pratique a diminué d'année en année, et puis aujourd'hui, je galère un petit peu il me faudrait quelques mois pour retrouver le niveau que j'avais à ce moment-là, ça c'est clair. Pour toutes les langues, tu perds vite, quoi. C'est ça. Et pourtant, t'as fait qu'une seule année. Ouais, d'études, mais justement, c'était bien symptomatique du problème. C'est que l'Uni, elle avance à 2 à l'heure, vraiment. Ah, ça allait pas assez vite pour toi ? Mais même pas pour moi spécifiquement. Enfin, c'était pas moi qui était incroyablement rapide. C'est vraiment que les cours se laissaient complètement tirer vers le bas par les gens qui fichaient pas grand-chose. Rien que pour apprendre les idéogrammes, donc en gros, il y a 2108, je crois. Joyo Kanji, ça s'appelle, donc c'est les idéogrammes usuels, en gros. Il y en a d'autres, mais ils sont uniquement pour des domaines ultra spécifiques. Ceux du langage courant, il y en a un peu plus de 2000. Et je sais pas, on en apprenait 20 par semaine en cours. Alors, oui, il faut apprendre à les écrire, il faut apprendre les différentes prononciations, le sens et comment les combiner. D'accord, c'est pas juste apprendre à écrire une lettre, mais quand même... Enfin, moi, je me sentais pas spécialement incroyable en faisant 100 par semaine. Oui. Parce que juste, voilà, j'avais 1h30 de train à l'aller et au retour tous les jours, parce que c'était à Paris même. Et dans le train, voilà, je faisais ligne sur ligne pour écrire le machin, puis... Voilà, j'en avais fait une vingtaine dans la journée. Donc j'en faisais 100 par semaine comme ça. Et avec les 500 premiers, tu peux lire tu peux lire le journal, en gros. Ouais. Donc c'est vraiment
pour tout ce qui est très basique avec les 500 premiers, c'est bon. Donc voilà, ça va très vite. Et puis, à la fin du premier semestre, il n'y avait même pas ces 500-là dans l'école. Donc, aussi au niveau de la grammaire, comme je te dis, moi j'avais ces bouquins. J'ai fait, et de nouveau, j'ai rien fait d'incroyable. En 3 mois, j'ai traversé tout le programme de grammaire des 3 ans de bachelor. Non. Si, parce que les notions sont abordées tellement lentement, on fait des exercices pendant des semaines. Alors, j'ai pas tout compris instantanément, mais j'ai tout lu une première fois pour me faire une idée, et ensuite j'ai travaillé chaque notion séparément. Et puis, au bout de 6 mois, j'avais toute la grammaire dans la tête, même si je n'avais pas une maîtrise encore parfaite, mais en tout cas, voilà. C'est pour ça qu'au bout de 8 mois, 1 an, je pouvais vraiment parler couramment, parce que j'avais pratiqué cette grammaire avec des correspondants sur Skype tous les jours. Donc, j'ai rien fait de spécial à part le fait que oui, je m'investissais à fond. Je faisais que ça, 12 heures par jour. Soit j'étais en cours, soit j'étais dans le train en train de travailler les caractères, soit j'étais sur Skype avec des Japonais. Mais t'étais un vrai passionné, parce que je pense du coup il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils aiment bien les mangas. Ouais. Et puis non mais bien sûr. Caricature, mais je pense qu'il y avait aussi un peu des gens qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient là pour ça, c'est vrai. Mais moi j'avais soif depuis toujours de m'investir à fond dans quelque chose. Comme je t'ai dit, enfant j'étais passionné par tout, c'est juste que je voulais m'investir dans quelque chose. Et voilà, là je faisais que ça de ma vie, mais c'était dur d'aller en cours parce que passer les 2 premières semaines, je m'emmerdais vraiment parce que c'était des choses du coup que j'avais déjà vues depuis un moment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Faut pas attendre l'école pour les faire, parce qu'effectivement c'est souvent pas assez approfondi ou très lent. Et en fait, en plus aujourd'hui, on peut tellement apprendre plein de choses par soi-même. Et même mon père, bon, il exagère un peu, mais il me dit mais pourquoi vous allez encore à l'école, enfin... Non, c'est vrai qu'on a un accès à la connaissance aujourd'hui qui est quand même assez inédit dans l'histoire de l'humanité. Voilà, Internet, on sait bien ce que... Est-ce que tu penses qu'il y a quand même quelques trucs que l'école peut apporter que tu ne peux pas obtenir tout seul? L'école, non. Certaines personnes qui enseignent, oui. Ok. L'école en elle-même, de mon expérience, non. Parce qu'en tant qu'institution, j'entends. Mais bien sûr que parmi les gens qui enseignent, t'as beaucoup à apprendre. Et c'est même pas une question de est-ce qu'il y a des connaissances que tu peux pas trouver ailleurs. C'est est-ce qu'il y a des gens en mesure de te transmettre ces connaissances d'une manière adaptée à toi. Je sais que en japonais, là, j'ai pu parler avec les profs. Pour le coup, on n'était pas toujours 500 cette fois-ci. Et il y en a avec lesquels j'ai vraiment aimé échanger. Mais pour avoir vraiment tous les cours où on allait être à 15 avec un prof quasiment en individuel, il aurait fallu que j'attende la fin de la 2e année. Et j'avais l'intention de le faire à ce moment-là, j'avais l'intention de continuer, même si finalement ça s'est pas fait. Mais c'était quand même là aussi décourageant de savoir que j'allais devoir attendre. Ouais. Mais là, oui, il y avait, même si c'est pas l'institution dans le fond, il y avait il y avait un intérêt à aller rencontrer ces gens-là. Alors après, il y avait plusieurs types aussi de profs quand même. Il y avait pas mal de profs qui étaient des Japonais et qui avaient appris le français en venant ici, puis qui du coup enseignaient le japonais à Paris. Tristement, c'était les moins bons. Parce que... Oui. Parce que, évidemment, ils maîtrisaient parfaitement leur langue. C'est des gens, c'est ce qu'on nous expliquait, c'est les gens qui n'avaient pas réussi à devenir prof de japonais au Japon, qui venaient en Europe enseigner le japonais. Mais si tu veux, leur maîtrise du français, alors ils parlaient couramment français, bien sûr, mais c'est pas des gens qui avaient un rapport de linguiste sérieux aux 2 langues. C'était plus, comme si toi, dans ta famille, tu as quelqu'un qui parle japonais et qui t'apprend le japonais. Il y a un côté non professionnel quand même. Et du coup, pour nous enseigner les choses, la grammaire, tout ça, c'était jamais très clair. Ouais.
parce que c'était très intuitif pour eux, et leur maîtrise du français leur permettait pas d'aller dans un certain niveau de détail explicatif. Donc c'était les moins bons profs, et il y en avait un ou deux qui étaient vraiment des gros linguistes, qui avaient qui avaient une maîtrise vraiment parfaite du français au niveau linguistique, et qui avaient travaillé le japonais depuis, avec 30 ans d'expérience dans le détail et tout ça. Et ces gens-là, tu voyais qu'ils avaient vraiment un rapport à ces choses-là, une compréhension de ces deux langues vraiment très impressionnante. Et c'est avec ces gens-là que c'était vraiment passionnant de travailler. Ok. Mais c'était pas la majorité, puisqu'on était avant tout en cours avec ces profs qui voulaient enseigner le japonais au Japon et qui n'ont pas réussi et qui sont venus en Europe pour enseigner le japonais. Et voilà, c'est dommage. Après, tu t'es enfui en Suisse. Ouais. T'es arrivé en Suisse. Et là, t'as travaillé le piano. C'est ça. Pendant 1 an tout seul. Ouais, parce que je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé en septembre, donc je pouvais plus m'inscrire dans quoi que ce soit. Et donc après, tu as pu entrer au conservatoire. Ouais. Tu as fait 3 ans. Ouais. Tu as pu faire directement en pré-professionnel. C'est ça. Ok, ouais. Parce que à Paris, enfin en France, alors, déjà, tu as commencé le piano à quel âge ? À 10 ans. Ok. En France. Et puis, tu étais dans un conservatoire ou quelque Non, chose comme ça ? je travaillais en privé enfant. Et puis ensuite, j'ai arrêté les cours parce que je m'investissais dans le sport de compétition à l'époque, et puis du coup j'ai laissé... Tu faisais quoi ? Du badminton. Ok. Et du coup j'ai laissé tomber un petit peu le piano à ce moment-là pour le badminton, justement. Mm-hmm. Et puis j'ai repris le piano pendant cette année de japonais, justement. Et c'est retrouver ça et m'y investir sérieusement qui m'a fait arrêter le japonais, en fait. Parce qu'autrement j'aurais continué. C'est juste que je me suis dit non, en fait... En fait, je vais faire de la musique et je vais y aller pour de vrai parce que ça me plaît. Ouais, ça a pris le pas sur... C'est ça. Ok, d'accord. Et puis je suis parti en Suisse, déjà parce que je partais vivre avec quelqu'un ici. Mais de toute façon, pour les études de musique, la France, c'est juste la catastrophe totale. Donc, ok. Bon. Donc c'était évident de venir ici, ou en Allemagne, ou en Autriche, mais en tout cas, dans un pays où... Un peu plus vers l'Est, quoi. Où on a encore un minimum d'investissement de la part de l'État dans ces études-là qui font qu'elles sont accessibles et qu'elles sont d'un bon niveau. Mm-hmm. Puisqu'en France, il y a un peu... il y a le choix entre le bon niveau complètement inaccessible et puis qui est même pas si bon que ça dans le fond, parce que c'est... une catastrophe psychologiquement. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font des burn-out monstrueux à Paris ou à Lyon. Et les gens qui sortent diplômés, ils sont même pas meilleurs que les autres en Europe, finalement. Mmh. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt, selon moi. Okay. Et ces écoles-là sont très très difficiles d'accès. Et les autres écoles qui sont plus faciles d'accès sont vraiment d'un niveau très bas. Très très mauvais. Mm. Donc voilà. C'est assez logique, la Suisse. C'est ça. Ok. Et du coup, maintenant, ça fait 2 ans que tu es à la Haute École de musique de Lucerne. Ouais. Donc en tout, ça fait 6 ans que tu te consacres vraiment au piano. Au piano, oui, c'est ça. Par quel état d'esprit t'es passé ? Depuis le moment où tu t'es dit, je vais me consacrer que à ça ? Pas mal de choses. Bon, déjà, et au départ, il y avait une forme de regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ok. Parce que du coup, t'avais quel âge quand t'as recommencé le piano ? 20 ans ? Non. Ouais, c'était pendant l'année de japonais, j'avais 18 ans. Ah oui. J'avais 18 ans et puis... la manière dont j'avais arrêté le piano enfant, c'était déjà malsain. Les problèmes que j'ai eus en reprenant, ils venaient de là finalement. C'est que j'ai arrêté parce que je voulais m'investir dans le piano et que j'ai cru que c'était impossible en fait. Et si j'avais grandi en Suisse et pas en France, j'aurais jamais
Arrêter. le sentiment que c'était impossible. Ok. Et j'aurais jamais arrêté. Parce que voilà, comme je t'ai dit, en France, c'est des études qui sont complètement abandonnées par l'État. Et ici, on sait que ça existe. J'imagine que si tu es au lycée et que tu dis à tes amis que ensuite tu vas faire des études de musique, bon, éventuellement on trouve ça original, on est là, ah ouais, ah, d'accord, que c'est peut-être moins banal qu'aller faire lettres à l'Uni, mais on sait que ça existe. En France, quand au collège, je disais que j'avais envie de... En secondaire, je sais pas si on dit collège ici. Quand je C'est dis... changeant de compte. Bon, voilà. En secondaire, quand je disais que j'avais envie de m'investir dans le piano, tout ça, on me disait, oui, mais ton vrai métier, ce sera quoi? Ah, c'est vrai. C'est vraiment C'est vrai qu'en inexistant. Suisse, c'est un peu plus professionnalisé. Et puis, Ouais. Et donc, il faut clairement soit avoir une famille de musiciens, soit, je sais pas, que ta famille ait des amis pianistes professionnels ou qu'enseignent dans Ah ouais, ces à écoles-là, ce point. mais simplement pour savoir comment tu y accèdes, quoi. Ou être un peu dans le... Tu peux pas t'immerger dans ce milieu-là, il y a que les profs en privé... Et les conservatoires régionaux, départementaux, c'est tellement la catastrophe que il y a vraiment pas de niveau, quoi. C'est fou. Et du coup, à 10 ans, à 12 ans, ouais, 11-12 ans, je me suis convaincu, aussi, parce que simplement, c'est ce que mon environnement me criait, que c'était impossible de devenir pianiste, que c'était trop tard, qu'il aurait fallu que je découvre ça à 5 ans, Ah ouais. et que je sois un génie, et il y a que comme ça qu'on pouvait devenir pianiste, que autrement ça n'existait pas. Donc je me suis investi dans le badminton plutôt par dépit et par conviction que c'était pas possible de devenir pianiste. Au contraire, le sport, c'est un peu plus développé en France? Ouais, il y a beaucoup d'écoles, sport-études on appelle. Ouais, on a aussi. Ah d'accord. Où tu fais... T'as 4 heures d'entraînement par jour et puis t'as les cours à côté. C'est des écoles exigeantes avec un très bon niveau. Et si tu travailles, t'as accès à ces écoles-là et ensuite t'as accès à un avenir professionnel sportif. Hein. De nouveau, simplement, j'ai cru à ça et pas au piano, alors que finalement, il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre. Enfin, le sport professionnel, on sait à quel point c'est dur. Simplement, c'était existant. Et je voyais que c'était réel et puis que c'était accessible. Donc je me suis dit, ça, j'ai une chance, alors que la musique, non. Alors qu'en réalité, voilà, comme je te dis, si j'avais grandi ici, j'aurais vu qu'il y avait des cursus professionnels au conservatoire, parce que j'aurais été au conservatoire, parce que j'aurais vu les grands bien jouer et aller faire des études pro, et je suis certain, je me serais dirigé là-dedans très naturellement, et ça aurait été génial. Donc, à 18 ans, quand je me suis investi à nouveau dedans, et que j'ai vu ce que ça m'apportait, j'ai eu un peu ce regret de m'être dit... 6-7 ans plus tôt que c'était impossible. Et là, je me suis lancé dedans naïvement en me disant je vais travailler et je vais y arriver, alors que c'était relativement sans espoir à ce stade aussi âgé. Et maintenant je sais à quel point j'ai eu de la chance aujourd'hui, parce que je suis vraiment tombé au bon moment sur les bonnes personnes, et que à cet âge-là, avec autant de retard instrumentalement parlant, il fallait vraiment ça pour que ça puisse marcher. Parce que justement, en France, il n'y avait rien, quoi. Et du coup, je ne savais pas où aller, ni rien. Je me suis retrouvé à Neuchâtel parce que la personne avec qui je venais vivre en Suisse habitait ici. Donc j'ai choisi ce conservatoire-là parce que c'était là où j'ai atterri ici. Et je suis vraiment tombé au bon endroit, sur la bonne personne. Alors, il y aurait eu d'autres bonnes personnes, mais certainement pas beaucoup dans le lot. Ouais. Et j'ai vraiment eu de la chance, ça c'est une certitude. Trop bien. C'est souvent ça la vie, des petits hasards. Ouais, qui font avoir de la que- chance au bon moment, hein, ça c'est clair, on est d'accord. Pour revenir à la HM de Lucerne, est-ce que tu arriverais à me donner un aspect positif et un aspect négatif de ce cursus? Oui, ça c'est assez simple. Je suis à Lucerne pour la prof. Parce que si tu veux, les études de musique, c'est quasiment du mentorat, ce que tu reçois vis-à-vis de l'instrument. Donc tu choisis ton école Par rapport au prof. par rapport à la personne avec qui tu as envie d'étudier en individuel pendant 5-7 ans. Moi, je voulais absolument cette personne-là, donc je suis allé... Tu la connaissais déjà bien d'avant ou juste t'as fait plusieurs cours d'essai dans plusieurs Non, alors écoles je la connaissais déjà très bien de réputation, et je savais, si tu veux,
quelle vision de la musique elle avait, je l'avais entendu aussi, donc je savais qu'a priori ça allait me plaire. Et puis quand j'ai pris cours avec, je me suis tout de suite dit, bon, il n'y a quand même pas photo, quoi. C'est exactement ce que je veux et je ne trouverais pas mieux. Donc même si je savais que ça allait être beaucoup plus dur qu'en allant chez quelqu'un d'autre, a priori. Ouais, elle a l'air très exigeante. Vraiment. Et, mais c'est ce que tu voulais. Mais c'est ce que je voulais, de toute façon. Mais disons que je prenais pas le chemin facile. En plus, j'allais m'enterrer en Suisse allemande, pour ainsi dire, en faisant ça. Quelle idée. Puis aussi, les études en allemand, alors que j'avais plus parlé allemand depuis 10 ans. Donc voilà. Mais tu n'aimes pas la facilité. Non, de toute façon. Mais voilà. Donc la prof, c'est l'aspect positif. Voilà, c'est juste génial d'étudier avec elle. C'est une chance inouïe. Et en plus, elle s'investit. Sa classe, c'est sa famille, donc elle donne absolument tout. Et c'est avoir une personne de ce niveau-là, avec ce niveau d'investissement dans l'enseignement. Je sais pas si ça existe autre part dans le monde, dans le piano, parce qu'il y a beaucoup de gens pas si compétents qui enseignent. Enfin, on sait quand même bien que la réputation, ça fait pas la qualité de musicien d'une personne. Et les gens qui sont vraiment très bons sont souvent, quand même, il faut le dire, des gens qui n'ont pas spécialement envie d'enseigner et puis simplement qui, à côté de leur concert, enseignent et puis qui, du coup, donnent un cours sur 3. Le reste, c'est un assistant ou un remplaçant. Et puis quand tu donnes cours, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Il y a vraiment beaucoup de pianistes très connus qui enseignent, mais les gens qui sont dans leur classe ont cours avec eux 3 fois dans l'année. Non, si. À ce point. Bah oui, parce qu'ils sont jamais là, ils sont toujours c'est toujours leur assistant qui enseigne, parce qu'eux, ils sont toujours en tournée en train de donner des concerts. Donc finalement, autant prendre 2 masterclass par année avec cette personne-là, et c'est la même chose. Parce que t'as déjà eu des remplaçants pour... Jamais. Ah ouais, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là parce que c'est quelqu'un qui a décidé de couper court à sa carrière de soliste, arrivé à un certain âge, parce que simplement... Elle en avait marre d'aller donner des concerts en soliste partout à travers l'Europe et le monde, et puis qu'elle a plus eu envie de jouer de la musique de chambre dans sa région. Donc, avoir une personne de ce niveau-là, aussi démentielle, qui donne tout ce qu'elle a dans sa classe, donc vraiment, ça me paraît être une chance. Je ne dis pas que c'est la seule au monde, mais il ne doit vraiment pas y en avoir des masses. Donc, c'est une chance inouïe. Et, est-ce qu'on peut dire son nom quand même au bout d'un moment? Hiroko Sakagami, elle s'appelle, elle est japonaise d'ailleurs. Oui. Ah bah oui, ça me fait rire. Et t'as jamais essayé de parler japonais avec elle? Si, mais elle veut pas. Ah c'est vrai? Ouais, elle veut pas. Ok. Je fais sur Deutsch. non, elle parle français couramment, donc on parle en français. Ah ok. Moi, je parle pas suisse allemand, je parle que allemand en plus. Donc, heureusement, les cours sont en allemand, pas en suisse allemand. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était l'aspect petit. Ah oui, l'aspect négatif. Et l'école elle-même, moi je suis vraiment pas convaincu. La plupart des cours, c'est vraiment du bullshit. C'est toujours le même truc en fait. C'est un peu... Ah non, là c'est même autre chose. C'est c'est du faux semblant, quoi. C'est vraiment, ils font genre pour parler, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment... les cours d'histoire, c'est même pas niveau école secondaire. Ah ouais. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi, faut le dire. Il y a pas un cours où Si, il y a certains trucs. Il y a notamment le prof de théorie, d'harmonie, solfège, tout ça, qui est vraiment très très bon dans ce qu'il fait. Mais la plupart des cours qu'on a... parce que du solfège, si c'est mal donné dans une HEM, c'est quand même le comble, mais... Mais la plupart des cours... Bon, il y a des très mauvais profs de solfège aussi. Mais la plupart des cours, c'est vraiment du bullshit. Je pense que c'est notamment causé par le fait que c'est quand même un des défauts du fait qu'en Suisse, vous ayez normalisé des études de musique à un cursus universitaire, bachelor, master, avec un système de crédit, tout ça. Ah, ouais. C'est pas le cas en France. C'est pas des vraies études universitaires. Tu peux pas faire une licence musique. Alors, tu peux faire une licence en musicologie. Oui. Mais si tu étudies le piano, tu fais pas un bachelor. D'accord. Alors, il y a beaucoup de pays en Europe aujourd'hui qui ont normalisé les études de musique à un cursus universitaire classique. Mais je remarque qu'en Suisse, il y a ce défaut-là où, justement, pour remplir les crédits, ils ont mis des cours bidons, quoi, voilà.
Et puis, bon là, à Lucerne aussi, c'est notamment dû au fait que l'administration, il y a pas mal de choses assez merdiques. Mais là, ça s'améliore ces dernières années parce que les profs d'instruments font justement beaucoup pression pour qu'ils arrêtent de nous remplir nos emplois du temps avec ces cours de merde qui servent à rien, où ils se font mousser avec leur truc à la con, quoi. Voilà, il faut dire ce que c'est, je suis désolé. Et là, ça commence à passer, et puis du coup, ça devient de plus en plus à choix. Les cours nous autorisent à beaucoup plus manquer l'école, manquer les cours parce qu'en même, c'est des études où, dans les faits, 90% du travail, c'est à la maison sur l'instrument. Parce que du coup, vous avez combien de crédits juste pour l'instrument Je sais plus de tête. J'ai plus le chiffre, mais il me semble que c'est quelque chose comme un tiers du bachelor, en fait. Ça. Ouais. Alors que... C'est pas si énorme, hein. En termes d'investissement de temps, c'est plus de 90%. Ouais. Donc ça devrait être 90% des crédits aussi à ce taux-là, parce que les crédits, ils se veulent justement respecter la proportion de temps que tu investis dans les choses. Mais justement, en plus, parce qu'il pourrait... Parce que comme tu dis, avec ce système de Bologne dont je suis pas du tout convaincue, il y a beaucoup de cursus où ils remplissent, comme en HEM. Et alors que là, en HEM, ce serait tellement facile de tricher, entre guillemets, et de justement vous donner plus de crédits mais complètement. Pour votre mais instrument. Les gens qui dirigent l'institution sont très dans leur truc de bien faire, très suisse-allemand, hein, sans vouloir. Oui. non, vraiment, on fait bien les choses bien posées, bien organisées, avec des petits chiffres, très banquiers, tu vois, comme approche des choses. Alors, j'ai eu une direction française à Neuchâtel et c'était assez pareil, j'ai trouvé. Mais... Alors, j'ai pas du tout ça. J'ai pas du tout dit ça pour mettre en avant les institutions françaises par rapport aux Suisses. Pour que ce soit dit, moi je suis bien content d'être en Suisse et je retournerai jamais vivre en France, c'est 1000 fois mieux ici. Ceci dit, cette normalisation pour la HEM, je pense que ça a apporté aussi des problèmes, notamment celui-ci. Donc je trouve l'école très mauvaise, mais je suis plus que content d'y être pour la prof avec qui j'étudie. Donc j'y suis pour encore 1, 2, 3, 4, 5 ans et demi en gros, et je suis très content. Ah, c'est cool. Mais oui, il y a... Ouais, autant il y a des cursus où ils ont dû rajouter pour rien, et autant j'ai des amis qui sont en ingénierie, par exemple. Alors, je sais plus, j'ai plus en tête, mais il me semble qu'avant le système de Bologne, c'était genre 4 ans, ou 5 ans juste pour le truc de base, enfin, je sais pas. Alors que maintenant, du coup, ils ont dû réduire à 3 ans, et ils dégustent, quoi, enfin... Ouais. C'est débile, ça n'a aucun intérêt. Et puis, même médecine, quel est le sens d'avoir un bachelor en médecine ? Enfin... Ouais, je sais pas. Il y a plein de trucs, je suis pas sûre. Puis, même à la base... pardon, je m'emporte sur le système de Bologne. Non, mais vas-y, je t'en prie. mais non, mais même... En fait, à la base, le système de Bologne, je crois que c'est pour, justement, faciliter la mobilité entre les pays, et puis que ce soit plus facilement reconnu. Mais je suis pas sûre que, dans les faits, ce soit vraiment le cas. Parce que les écoles sont tellement différentes de pays en pays... Même au sein même d'un même pays, en fait. Je pense que tu fais médecine à Paris ou à Marseille, peut-être médecine, t'as quand même des ressemblances, on est d'accord, mais d'autres cursus... Je suis pas sûr que normaliser les choses à grande échelle, ce soit vraiment la solution au final. Peut-être qu'il faudrait justement laisser avouer, reconnaître et accepter forcément les différences d'enseignement notables qu'il va y avoir d'un pays à un autre, même si on peut promouvoir... des méthodes qu'on juge bien à un niveau européen ou autre, mais qu'on accepte que les papiers soient différents et puis qu'ensuite il y ait peut-être un traitement plus individuel des gens pour voir si leurs compétences peuvent convenir à tel ou tel pays. Même si tu me diras que c'est un petit peu contradictoire parce que le but du diplôme, c'est d'attester des compétences de quelqu'un pour que tu n'aies pas à les vérifier. Mais de toute façon, il y aura toujours... diplôme reconnu ou non, des difficultés à certifier les compétences de quelqu'un à l'international, même à l'échelle nationale finalement, parce qu'on se rend bien compte que justement ces diplômes qui sont censés attester des compétences, désolé, mais c'est pas le cas, quoi. Enfin, on se rend bien compte que il y a des gens diplômés incompétents, il y a des gens non diplômés compétents, donc de toute façon on n'arrive pas, on peut pas rendre ça mathématique, t'as un papier donc t'es bon. Donc, c'est sûr. Je pense qu'il faudrait arrêter d'essayer de réussir là-dedans à tout prix, puis peut-être aborder les choses
un peu plus humainement, un peu plus individuellement. Est-ce que tu arrives à te projeter dans un avenir professionnel ? Ouais. Je fais des études qui ont la réputation de pas mener à grand chose, mais en vrai, c'est pas qu'elles mènent pas à grand chose, c'est que elles mènent qu'à une chose, faire du piano, à travers 3 principaux aspects. Voilà, jouer, enseigner et accompagner. Et en gros, il faut faire les 3. Alors, vivre simplement du solisme, c'est sûr qu'il faut être dans les 10 qui vont y arriver. Et puis, je trouve pas ça très enviable comme vie, personnellement. Après, faire que accompagner ou que enseigner, c'est possible. Mais je trouve ça un peu dommage. C'est vraiment 3 aspects profondément intéressants. Donc, moi, j'ai envie de faire les 3. Donc, je me projette facilement. Donc, je fais, voilà, je vais faire les 3. Bien sûr, je veux continuer de travailler l'instrument pour moi à fond à la maison et du coup donner des concerts à l'occasion. Bon, je me plais plus dans le répertoire de musique de chambre que de soliste parce que il n'est pas plus facile, hein, c'est pas ça, parce que le répertoire de musique de chambre au piano, je peux t'assurer que c'est quelque chose. Mais... Est-ce que tu arrives à expliquer la différence Ah, la musique de chambre, c'est simplement la musique à plusieurs, hein, concrètement. Okay. Donc des duos, des trios, quatuors. Simplement, je trouve difficile d'avoir tout sur les épaules et d'assumer seul le répertoire solo. On fait ça pendant toutes nos études et c'est quand même vraiment difficile, je trouve. Alors, je suis amoureux de ce répertoire et puis si je peux le jouer devant des gens toute ma vie, de temps en temps, tant mieux. Mais je me sens plus attiré par le fait de me trouver un trio et de jouer ce répertoire-là. Plutôt. Et en orchestre, alors piano, c'est pas le piano, c'est que t'es en soliste avec un orchestre, donc c'est des concertos, puis t'es un soliste en fait, donc ça reste. C'est vrai qu'il n'y a pas en fait. Moi j'ai fait de la petite traversière et c'est vrai que naturellement tu commences par l'orchestre et peut-être un jour t'es soliste, mais. Non, en piano il y a vraiment l'opposition soliste et musique de chambre, parce que quand tu joues avec orchestre, t'es un soliste qui est invité par l'orchestre pour jouer avec eux, donc c'est très différent que de jouer en orchestre. Est-ce que, pardon, j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que ça rejoint un peu une autre question, mais si t'avais de nouveau 10 ans, que la musique c'était pas de la merde en France, est-ce que t'aurais fait un autre instrument ? Non. Avec le recul ? Non, c'est le piano qui te... Ah ouais, vraiment. Ouais. Jamais tu t'es dit peut-être le violon, ça aurait été bien J'aurais fait du violoncelle si ça n'avait pas été du piano. Ok. Ça me plairait aussi, mais je voudrais pas changer, non. Je voudrais pas revenir et prendre un autre instrument à la place en me disant je continue le piano parce que c'est celui-là que j'ai travaillé, mais en vrai ce serait plutôt un autre. Non, c'est vraiment un piano. T'es comblé. Oui, je suis comblé par l'instrument que j'ai choisi. Trop bien. Et du coup, c'est quoi exactement la situation professionnelle idéale pour toi ? Finalement, ça va être la même réponse qu'avant. C'est la même que la projection que j'ai. C'est faire un peu de tout. Disons, là où on peut dire idéal, là où peut y avoir une différence, c'est que il y a différentes manières d'enseigner l'instrument. En tout cas, en Suisse, tu peux l'enseigner en privé, tu peux l'enseigner en institution privée, des écoles de musique, et tu peux l'enseigner dans des institutions qui appartiennent à l'État, comme les différents conservatoires. Et tu peux carrément l'enseigner en haute école après, pour un niveau professionnel. Ça, je ne veux pas le faire. Même pas parce que c'est impossible. Simplement parce que j'ai envie de laisser à des gens comme ma prof ce travail-là. Et même si un jour j'ai le papier pour le faire et que j'ai le droit de me présenter et qu'on pourrait éventuellement me prendre, non, c'est pas à moi de faire ça. Je sais que j'aurai jamais le niveau pour être vraiment légitime et j'ai pas envie d'être un de ces très nombreux profs qui sont là alors qu'en vrai ils ont pas réellement le niveau pour enseigner professionnellement. Alors pour que ça fonctionne, oui, mais pour pouvoir apporter à ces élèves ce que notre prof à nous apporte, non, et je l'aurai jamais. Donc
enseigner en conservatoire, ça, ce serait vraiment l'idéal parce que tu es très bien payé et puis tu es dans une position très protégée. Donc, ce serait... Oula, ça devient difficile. Vendredi soir, c'est compliqué. Ce serait ça l'idéal, si tu veux, comme situation par rapport à enseigner en une école de musique où c'est un peu moins confortable. Mais bon, c'est du détail. Hein. En vrai, je ne suis pas en train de dire, moi je veux enseigner en conservatoire, nulle part ailleurs. Oui, hein. oui. Mais oui, c'est la situation la plus protégée, c'est l'idéal. Et puis, Puis t'as un peu de tout aussi, je veux dire. Enfin, alors peut-être ça plaît pas à tout le monde, mais je pense que ça peut être chouette aussi. Alors, c'est pas du tout le même travail, mais ça peut être chouette aussi de commencer à apprendre à quelqu'un le piano. Ça Ouais. doit quand même être. Ah bah t'enseignes t'enseignes des débutants Ouais. jusqu'au très bon niveau amateur, en gros. Mais non, mais je me dis. Et aux élèves qui se préparent à entrer en professionnel. Ouais, bah c'est ça. Et je me dis, ouais, être prof et puis enseigner à quelqu'un pendant 10-15 ans un instrument, puis après il va en HEM, ça doit être Ouais. hyper gratifiant aussi. Ça, j'ai très envie de le vivre. J'ai du mal à enseigner aux débutants enfants, pour être honnête. Les T'as débutants. déjà fait, Ouais, j'enseigne. J'enseigne assez régulièrement. Mhm. Les débutants adultes, j'aime beaucoup. Ok. Il y en a beaucoup? Non. Mhm. J'ai pas eu de vrais élèves débutants adultes, mais dans mon entourage, j'ai enseigné à des adultes débutants. Et j'aime beaucoup, vraiment. Mais les enfants débutants, c'est vraiment très dur pour moi parce que j'ai du mal à trouver les mots, j'ai du mal à savoir, à trouver où m'arrêter par rapport à ce dont leur cerveau est capable. Je te parle pas d'enfants de 12 ans, là, je te parle d'enfants de 6-7 ans. Oui. J'ai vraiment beaucoup de mal. Les enfants de 12 ans qui ont déjà fait un peu de piano, et puis ça, j'aime beaucoup parce que c'est à partir du moment où il y a déjà quelque chose, et puis tu peux partir d'un point pour viser autre part, là je suis à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais ouais, les jeunes enfants qui démarrent, j'ai beaucoup de mal. Mais l'idée d'enseigner à des adolescents de 15 ans qui ont envie d'aller plus loin et d'envisager de devenir professionnel, ça me plaît beaucoup. Mhm. Et je pense que je pourrais être légitime à cette place-là un jour, Et beaucoup épanoui. plus que pour enseigner à des pros et enseigner. Mhm. Parce que, voilà, là, j'aurais l'impression d'avoir une bonne situation et puis pas d'être un usurpateur, comme si j'enseignais à des professionnels. Mhm. Donc voilà, ça, ce serait la situation idéale, dans le sens où ce serait la plus confortable. Après, on sait tous, étudiants et pianistes, que c'est les places les plus prisées et que dès qu'il y a une place qui se libère, on est vraiment très nombreux sur le coup et que peu importe ton niveau, il y en a des dizaines d'autres qui seront en tout cas de ce niveau-là. Ouais. Et que ça va vraiment pas être évident d'obtenir la place. Donc je vise pas à tout prix d'avoir cette place-là. Je veux enseigner une partie de mon temps professionnel, ça c'est clair. Et l'idéal, ce serait que ce soit au conservatoire, ça c'est clair. Ouais. Ok, d'accord. Avec tout ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude? J'ai remarqué que c'était facile pour moi du moment qu'il s'agissait d'ingurgiter des informations en grande quantité. Mais ça, pardon, je me rends pas compte. Enfin, j'arrive pas à faire le lien. Est-ce que tu fais ça avec le piano? J'ai l'impression que c'est quand même une autre forme d'apprentissage d'un instrument de musique. C'est quand même pas Mais bien pareil. sûr, ça n'a rien à voir. Mais au départ, hein, quand j'ai démarré ici avec mon prof, ça a été vraiment très dur, hein, parce que j'avais énormément de retard par rapport à ce à quoi j'aspirais. Entrer en classe pro dans 3 ans, alors que je partais en gros du tout début. Et donc, il a fallu les premiers mois vraiment juste engranger de l'information, c'est-à-dire apprendre vraiment comment les choses fonctionnaient, ce que c'était. Faire 120 fois le même truc. Voilà, apprendre une rigueur de travail. C'était très objectif, justement, au départ. Et justement, c'est devenu beaucoup plus dur par la suite, quand je me suis rendu compte que c'était pas juste de la que avaler de l'information, c'était pas suffisant pour devenir un bon pianiste. Et toi, t'es plus technique que dans l'émotion, ou maintenant t'arrives quand même à... non, c'est même pas
si j'ai fait de la musique, c'est justement parce que je me sentais très à l'aise émotionnellement avec ça. Ok. C'est plus au niveau sensitif, corporel, que j'ai dû apprendre à faire fonctionner autre chose que mon intellect. Parce que dans ta relation à l'instrument, tu peux pas passer une certaine étape. Alors, au début, il y a toute une étape de la progression où, si tu engranges vite le savoir et que tu réfléchis bien et vite, ça fonctionne bien et tu progresses très vite. Mais tu deviens vite bloqué, passer certaines étapes, parce que quand tu dois développer la qualité de son, que tu apprends les notions de phrasé, tout ça, tu peux plus travailler juste en me disant alors là, je dois presser la touche comme ça, machin. Tu peux plus aborder les choses intellectuellement. C'est pas que c'est mystique, hein, ça n'a rien de mystique, mais il y a un aspect où tu dois jouer comme ce qui est confortable pour ton corps. Tu dois apprendre à jouer avec la gravité, avec le poids. Et c'est pas en regardant intellectuellement comment tu mets ton poids, c'est en sentant oui, vraiment corporellement la gravité de ton bras sur le poids sur le clavier, la détente, le rebond. Ça, intellectuellement, vraiment, ça marche pas. Tu dois justement te détacher intellectuellement et te plonger. Là, on n'est pas encore dans l'émotion, on est juste dans la sensation, l'aspect sensitif. Et développer ça, ça a été beaucoup plus dur parce que j'ai jamais rien fait dans ma vie qui s'attachait à ça. Tout ce que j'ai fait, finalement, c'était purement technique ou intellectuel. Oui, même le badminton, tu finalement, travailles avec ton corps. Il y aurait eu un petit peu de ça aussi. Et puis, si j'avais voulu aller plus loin, il aurait sans doute aussi fallu que je développe cet aspect. Parce que finalement, tu travailles avec ton corps. Donc, si tu es juste purement technique, tu vas rester en crispation, tout ça. Et puis, tu vas te faire dépasser par les gens qui économisent mieux leurs dépenses que toi. Et finalement, ça aussi, la dépense d'énergie, l'optimisation de la dépense d'énergie, c'est aussi quelque chose que tu dois beaucoup travailler au piano. Et les premières étapes sont purement intellectuelles, où tu dois comprendre que tu dois aller au mouvement le plus simple et le plus court pour dépenser moins d'énergie. Voilà, ça tu le comprends intellectuellement et puis c'est bon, mais au bout d'un moment, tu dois comprendre vraiment dans ton corps qu'est-ce que tu dois sentir pour obtenir ce geste-là. Et là, pour moi, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est mieux que la méditation, le piano et que le yoga. Mais je trouve qu'il y a quand même une forme de... Tu es face à toi-même, tu es obligé de composer avec ton corps. C'est une thérapie pour plein de choses, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et t'apprends... C'est pas que c'est la même chose que méditation, yoga et compagnie, c'est pas ça. C'est que t'apprends les mêmes notions de fond dans le travail. Tu travailles les mêmes choses, en fait. Mais voilà, là, c'est juste que c'est en passant par un autre biais. Et du coup, à contrario, quelle inaptitude tu t'es découverte ? Celle-ci. Mais t'as quand même réussi à la dépasser. Ouais, mais... Est-ce qu'il y a un truc... Oui, mais oui. C'est inaptitude dans le sens où je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas du tout doué pour ça, alors que j'avais été plutôt habitué à être doué pour plein de choses. Et surtout, naïvement, à me dire... Du moment que je me donne la peine, ça va très bien marcher parce que je vais travailler à fond et vu que j'apprends vite et tout, ça va super bien marcher. Et en effet, quand il s'agissait d'apprendre une langue, en 8 mois, je la parlais couramment et ça a en effet très bien marché. Et au début, le piano, ça a été un petit peu ça aussi, le premier mois. Alors c'était dur parce que je travaillais beaucoup, mais c'était pas dur dans le sens où ça progressait très bien. Parce que c'était très absolu comme ça, ce que je devais comprendre à ce moment-là. Et puis, quand l'intellect suffisait plus et qu'il fallait qu'il y avait un peu d'introspection à faire et puis passer par le corps, tout ça, là je me suis rendu compte que mon inexpérience là-dedans faisait de moi un gros sous-doué dans ces aspects-là. Et je me suis découvert vraiment, une inaptitude à développer ça, qui a été un frein à ma progression et encore aujourd'hui, même si j'ai beaucoup travaillé et que ça s'est bien sûr vachement amélioré, ça reste toujours la difficulté principale que j'ai dans les progrès que je dois faire aujourd'hui.
Je suis quand même toujours limité par le fait que j'ai beaucoup de mal à entrer en communication avec moi-même au niveau juste corporel, sentir les choses et arrêter de réfléchir et d'intellectualiser tout. Ça commence à venir, mais c'est toujours une difficulté. Donc ouais, on peut vraiment parler d'inaptitude, mais à laquelle que je commence à résoudre petit à petit. T'en as parlé avec d'autres musiciens? Il y en a beaucoup qui sont un peu dans ce cas ou... Oui, j'en ai beaucoup parlé avec des collègues, c'est clair. Alors des gens vraiment dans ma situation, non. J'ai pas vraiment vu, mais c'est un travail qui pose difficulté à tout le monde à différents degrés. Parce que même les gens qui sont pas des endiques à ce niveau-là comme moi, y a quand même, tu dois forcément développer ça tellement que ça reste quelque chose que tu dois travailler. Donc voilà, j'en ai discuté pour simplement, moi j'ai plus de difficultés pour ça que la plupart des gens. Et puis quand il faut apprendre juste les notes de la pièce vite et par cœur, ça pour moi c'est très facile. Et puis pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, mes difficultés sont sur d'autres aspects. Et puis en discuter avec d'autres gens, ça m'a aussi aidé parce que finalement ça reste le même problème, simplement peut-être moins intense chez eux, mais du coup leur méthode et leur approche a tout autant pu m'aider. Simplement, je dois travailler davantage pour arriver au même résultat, et inversement pour leurs difficultés à eux. C'est vrai que c'est un... Enfin, t'apprends beaucoup sur toi-même vraiment, l'instrument de musique. Je m'attendais pas à ça quand j'ai démarré. J'avais quand même l'impression, comme beaucoup de gens qui connaissent pas trop le travail instrumental à ce niveau-là, comme un aspect purement technique et émotionnel. Donc il y a la technique, jouer vite sur le piano et apprendre les notes vite par cœur, tout ça, et les émotions pour pouvoir rendre ça joli. Voilà, c'est ça. Mais c'est 1000 fois plus compliqué que ça. En fait, très tu as un de corps, ma part. t'es obligé de Déjà, évidemment, tu dois faire le lien entre ton corps et l'instrument. Et mine de rien, c'est particulièrement difficile avec le piano parce que c'est très froid comme instrument. Le violon, tu l'as contre ton corps, tu as l'archet près de l'oreille, tu crées le son continuellement. L'instrument, le piano, avant, t'es vraiment dans ton instrument. Mais c'est vrai que le piano, t'as la bouche, tu souffles dedans. Le chant, t'es l'instrument. Alors que le piano, t'es devant un gros machin en bois en train d'appuyer sur des touches, et puis quand t'appuies, ça fait un son, c'est quelque chose de très froid. Du coup, c'est pas facile de vraiment entrer en communion, entre guillemets, plus en communication avec ça. Et en plus, pardon, mais je viens de tilter, mais vous êtes un des rares instruments à pas avoir votre instrument. Aussi, oui. En fait... après, ça fait partie du job, du coup, d'apprendre à s'habituer. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est aussi une contrainte avec laquelle on doit apprendre à faire. Mais le fait que ce soit un instrument si froid de prime abord, c'est difficile de le rendre chaud. Et puis aussi, après, je me suis rendu compte qu'il y avait... il y a tout un travail stylistique dans l'interprétation où tu dois apprendre à lire entre les lignes des partitions, parce que finalement, tout est là, mais si tu fais que jouer... Évidemment que tu dois toujours jouer ce qui est écrit et respecter les indications. Mais si tu prends ça de manière très premier degré, ça ne fonctionne pas non plus. Tu dois quand même aller plus loin, et puis... Ça, c'est au travers d'un apprentissage, historique, stylistique, que tu comprends. Finalement, c'est comme quand tu lis un livre du XVIIIe siècle. L'intérêt de ce que tu lis, c'est au travers aussi d'un contexte, d'une époque. Et puis c'est ça qui rend beau, et pas seulement le fait que ce soit bien écrit. Et là, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où c'est pas simplement en respectant les consignes écrites sur la partition à la lettre que tu rends ça beau et intéressant. Mais c'est beau de toute façon, parce que c'est bien écrit. Mais il y a aussi, tu dois faire ce travail de comprendre le style, de comprendre... Tu dois apprendre qui était le compositeur. Ça c'est pas évident, et puis... C'est là qu'il y a beaucoup de divergences d'un prof à l'autre, et puis...
Oui, parce que t'as pas du tout Enfin, chaque prof a sa lecture différente et puis t'es pas forcément en accord avec. C'est ça. Mais moi, ce qui me convainc, c'est jamais une lecture plutôt qu'une autre, une interprétation plutôt qu'une autre, de dire il a voulu dire ça, il a voulu dire ça. Ça, finalement, je m'en fiche un petit peu. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout la grille de lecture du prof, plus que sa lecture elle-même. Comment il lit, qu'est-ce qui est important pour lui. Et il y a un tel équilibre à trouver entre une approche très rigoureuse, parce que les gens, finalement, qui respectent pas suffisamment, c'est très désagréable à écouter, je trouve. Et l'extrême inverse, les gens ultra premier degré, ultra froid, bah, ça va pas non plus. Donc il y a vraiment c'est complexe, et puis je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens que j'aime écouter au final. Ah, c'est vrai? Il y a vraiment très peu de choses qui m'ont... Qui te touche? Qui m'ont... Bah, oui, parce que avec la petite expérience que j'ai, c'est pas grand-chose encore, il y a vraiment des choses dont je suis maintenant convaincu. Et il n'y a pas grand monde qui respecte ça, en fait. Dernière question. Si tu avais de nouveau 16 ans, qu'est-ce que tu ferais? Je retrouverais le piano tout de suite, plutôt que de faire Tu ferais 3 ans d'autre chose. Tu ferais ton année de japonais? Non. Ok. Non, parce que... Ouais, c'est compliqué. Ça m'a beaucoup apporté. C'est pour ça que c'est la dernière que je pose aussi. Ça, ouais. Non, bah, ça m'a vraiment beaucoup apporté et je suis très content d'avoir appris cette langue. Mais plus tôt je me serais investi dans le piano, plus vite j'aurais été bien dans ma peau et tout. Donc ça aurait quand même été mieux pour moi. Même si... Bah, enfin voilà, de toute façon, si tu fais un choix plutôt qu'un autre, tu perds forcément ce que t'auraient apporté les autres choix. Donc, c'est sûr. Dans le fond, j'ai pas fait d'erreur grave en faisant ces 3 années-là. L'erreur grave que j'ai faite, c'est de penser que c'était impossible de devenir pianiste à 10 ans parce que c'était trop tard. Si seulement j'avais su. Tu te rends compte, 10 ans, tu te dis ça? Ouais, mais c'est fou, hein. C'est ce que mon environnement criait, quoi, vraiment. Et de nouveau, si j'avais été ici, ça n'aurait pas été le cas. Ouais. Mais ouais, non, voilà, si je peux remonter à n'importe quelle période de ma vie, je ferai le piano à ce moment-là. Et bon, bah finalement, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Je vais peut-être réussir à devenir un musicien tant soit peu intéressant, mais le plus tôt aurait été le mieux. Pour me mettre au travail. Et sans doute que le début du parcours aurait été moins dur si j'avais été moins dans l'urgence de rattraper les années de retard que j'avais à ce moment-là. Ok, bah merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutes-et-moi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!